À la une de l'actualité ce soir, l'Assomption célébrée dans le monde et au Burkina Faso pour les chrétiens. Elle célèbre la Vierge Marie, à la fois sa mort, sa résurrection et son entrée au paradis. À Ouagadougou, les fidèles se sont retrouvés à Yagma pour la messe et à Dissine dans le Yoba. La traditionnelle 15 août a été respectée. Images et commentaires à suivre dans ce journal. Dans ce journal, elle a 18 ans, elle est la meilleure élève au baccalauréat de session 2018. Christy Elijah Sawadgo, qu'elle s'appelle, a obtenu la moyenne de 18,13 sur 20. Elle partage dans cette édition les secrets de sa réussite, mais elle rêve aussi la Sorbonne. Témoignage à suivre donc. Et dans le journal également, au Mali, aucune fraude observée par l'Union européenne au second tour de la présidentielle. Après avoir dépêché 90 observateurs dans 440 bureaux de vote, dimanche, l'Union européenne a indiqué n'avoir constaté aucune fraude lors de l'élection présidentielle. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. L'Assomption est une des plus grandes fêtes de la vie chrétienne, célébrée ce 15 août à Ouagadougou. Les fidèles se sont retrouvés à Yagma pour une communion, mais aussi pour célébrer le cinquantenaire du sanctuaire marial Notre-Dame de Yagma. Nathalie Sawadgo. La montée de la Vierge Marie, Mère de Jésus au ciel, célébrée ici à Yagma avec ferveur. Les fidèles catholiques n'ont pas dérogé à la tradition. Cette année encore, ils ont refusé de se faire compter l'événement qui détermine l'importance de Marie dans la vie du chrétien catholique. Une fête essentiellement mariale et missionnaire selon le cardinal Philippe Ouédraogo. C'est une grande fête pour le peuple chrétien. Marie a visité sa cousine Élisabeth. Ils ont chanté le Magnificat. Cela est un appel fort pour nous tous. Nous rendre visite les uns les autres. Ne pas ignorer ceux qui sont autour de nous. Penser surtout aux plus faibles, aux plus pauvres, aux plus démunis, aux prisonniers. Voilà, comme Marie est allée rendre visite et aider sa cousine, nous devons nous aider, nous aimer les uns les autres. L'autre message, elle est partie donner son fils à Élisabeth. Donc nous aussi, qui avons la foi, nous devons partager notre foi avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, avec ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est la dimension missionnaire. Avec Marie, notre mère, jubilons et annonçons les merveilles de Dieu, c'est le thème de la célébration. Une fête mariale qui coïncide avec les 50 années du sanctuaire Notre-Dame de Yagma et marque la fin de l'année sainte. Catherine Damiba a 75 ans. Elle se souvient encore de comment s'est passé le premier pèlerinage ici en 1968. Je remercie vraiment infiniment Dieu parce que nous les premiers qui sont venus ici, en tout cas ceux que j'ai connus, ils ne sont plus là. Bon, vous voyez, c'est d'abord une grâce. Au début, ce n'était pas comme ça. Nous sommes venus avec enthousiasme, on était jeunes. Bon, ce n'était pas organisé comme maintenant. Voilà. D'abord, les routes n'étaient pas goudronnées, chacun quittait là où il était et puis on venait comme on pouvait. On a animé un peu jusqu'aujourd'hui et vous prenez la relève. Donc je vous encourage, je vous exhorte à garder le flambeau. Une délégation de 194 chrétiens catholiques venus de Bolgatenga au Ghana a pris part à cette fête mariale aux côtés de leurs frères burkinabés. Le site sur lequel se tient la messe à Yagma a 50 ans, un anniversaire qui n'a pas échappé aux fidèles, des fidèles qui pour la plupart y vont en pèlerinage. Et en ce jour anniversaire, donc, la joie était comble. Nathalie Sawadgo. Le sanctuaire marial de Yagma possède maintenant sa maison du pèlerin. Cette infrastructure d'une capacité de 400 lits individuels a été entièrement réalisée avec l'appui de bonne volonté et a coûté la somme de 600 millions de francs CFA. Nous voulons que ce sanctuaire de Yagma soit aussi à l'instar des autres sanctuaires qui attirent du monde. Il y en a qui vont à Issia, il y en a qui vont à Lourdes, à Jérusalem, à Lisieux. Ben, tout le monde viendra ici aussi à Yagma parce que le même Seigneur, le même Dieu, la même maman, ils sont toujours là. Donc nous avons inauguré, grâce aux bonnes volontés, la maison du pèlerin. Nous avons trouvé un institut religieux qui va venir s'en occuper.
Donc ça sera un lieu idéal pour faire les retraites, même un repos spirituel en week-end, et les récollections. Tout un programme sera élaboré et communiqué aux uns aux autres. Le sanctuaire marial de Yagma en 50 années a connu des avancées notables. L'on note la clôture totale du terrain de 150 hectares et la construction de la basilique. Bientôt, un monastère verra le jour sur le site. Les travaux sont en cours. Que de grâce donnée par la Vierge Marie à ses fils et filles du Burkina Faso, dira le cardinal Philippe Ouedraogo qui invite les fidèles catholiques à vivre pleinement leur foi. Même ferveur à Dissine dans le Yoba où la fête était devenue populaire, les fidèles viennent de loin pour vivre des moments inoubliables en dehors des chants, des louanges et des danses. C'est surtout le côté exotique de la fête qui fascine à Dissine. Mais finalement, quelle est la particularité de la 15 août, comme on l'appelle dans la localité? On en sait un peu plus avec Kipsinana. Dissine en effervescence, nous sommes à jour J-1 de la messe d'action de grâce, célébrée le 15 août, jour de la fête de l'Assomption. À bord de mini-cars ou par covoiturage, elles sont nombreuses les familles qui arrivent des villes de l'intérieur. Venu pour la préparatif de 15 août, une fête de chaque année que tout le monde fait. C'est ma deuxième fois. Parce que c'est très intéressant, le fait que tout le monde soit ensemble, part à l'église. Après l'église, on continue la fête dans les maquis. Je suis venu de Bobo Dioulasso. S'il plaît à Dieu, la fête de cette année sera la meilleure. Ce sera une véritable réjouissance. C'est l'occasion de manger, boire et retrouver nos copains et copines. Dans les artères de la ville, des femmes battent le pavé. C'est le retour de la Vierge pèlerine à quelques heures de la célébration eucharistique. L'un des temps forts de cette fête consacrée à la Vierge Marie, la rue marchande attire des jeunes commerçants. Tous comptent faire de bonnes affaires. Moi, c'est ma première fois de venir. On m'a dit que non, que si tu viens, en tout cas, ça va. Bon, au retour, tu peux avoir quelque chose et puis repartir. Mais en tout cas, bon, cette fois-ci, là, c'est mou de... Hier, je n'ai rien eu, même 1000 francs, je n'ai rien eu. Aujourd'hui, ça va, ça va. La ville compte de nombreux débits de boissons où les décibels montent. On laisse éclater sa joie à l'occasion des retrouvailles. Dans le reste de l'actualité contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso, la FAO développe un projet pour miser sur des stratégies pertinentes et de développement des ressources humaines, mais aussi l'accroissement de la productivité agricole. Explication avec Oumar Zombré. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, lance officiellement son programme d'assistance alimentaire aux ménages vulnérables. Cette aide est répartie entre les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est, des régions qui sont les plus touchées par la crise alimentaire. Suite justement au facteur de risque qu'a connu la campagne de production agro-pastorale 2017-2018, nous avons enregistré un déficit brut céréalier de 477 000 tonnes. Ce déficit, c'est très important, très significatif, qui a amené près de 2 millions d'habitants dans une situation très très difficile. C'est pour cela que la FAO justement a choisi les 3 régions où il y a vraiment une concentration des populations victimes de cette situation pour intervenir. Dans la mise en œuvre de ce programme, la FAO est appuyée par des partenaires techniques et financiers, dont les coopérations suisses et suédoises. La coopération suédoise est présente au Burkina depuis une quinzaine d'années. Vu la crise alimentaire aiguë au nord et à l'est du pays, la Suède a senti la nécessité de venir en appui. C'est un appui d'urgence, c'est vrai, aux ménages vulnérables, mais c'est aussi un appui pour renforcer la capacité de ces ménages de produire eux-mêmes la nourriture dont ils ont besoin. Ce sont au total 7 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ce programme d'assistance alimentaire. 23 300 ménages sont concernés par cette opération. De son côté, l'agence turque de développement, la TICA, vient en aide aux producteurs burkinabés de la région du centre-nord à travers des équipements agricoles. Ce sont des charrues, mais aussi d'autres technologies pour accroître la productivité. Olopoda.
C'est une coopération nord-sud qui s'exprime ici à Kaya, capitale de la région du centre-nord. 250 charrues à attraction asine pour booster la productivité agricole. Dans cette partie du Burkina, les amis turcs veulent ainsi aider les producteurs des 28 communes de la région à réduire la pénibilité de leur travail, mais aussi à améliorer leur capacité de production. Les charrues nous permettront de produire au moins 3 fois plus que la daba. Et je pense qu'elles réduiront nos peines et contribueront à améliorer nos rendements afin de nous sortir de la pauvreté. Dans les PNDS, il est visé la sécurité alimentaire et ces gestes-là vont contribuer donc à atteindre cet objectif et pour le bonheur donc de la population. Estimé à 6 250 000 francs CFA, ce don est rendu possible grâce à l'Agence turque de coopération et de développement Chika à travers l'Organisation pour le secours humanitaire. Des structures qui entendent accompagner la région à venir à bout du déficit céréalier constaté ces dernières années. Ce soutien en équipement agricole est l'expression de notre volonté de renforcer l'amitié déjà existante entre le Burkina et la Turquie, et nous envisageons investir dans les domaines de l'agriculture et de la jeunesse pour le développement de cette région. Notre ONG travaille avec la Turquie depuis 2002. Nous sommes en partenariat et depuis là, ils travaillent dans plusieurs domaines. Donc je pense que pour l'avenir, je pense qu'il y aura beaucoup de projets ensemble. Unis et solidaires, les deux parties affichent leur engagement à entretenir cette coopération naissante afin qu'elle grandisse et produise des fruits en abondance au profit des populations. Et pour la campagne de réforestation 2018, le ministère en charge de l'environnement attend plus de 6 millions de plants à mettre en terre. Mais cette année, les plantations doivent être entretenues impérativement, insiste le ministère, pour aider à l'accroissement de la productivité agro-silvo-pastorale. C'est à Guiba, dans le centre-sud, que le lancement de la campagne est intervenu en présence de Adama Koulibaly. Le ministre en charge de l'environnement donne ici à Guiba, commune rurale de la région du centre-sud, le coup d'envoi de la campagne de réforestation 2018 au sein de son département. Partant du constat que les précédents reboisements ont enregistré un taux de succès de moins de 25%, cette campagne s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Cette année, nous avons une nouvelle vision du reboisement. Parce que tout simplement, nous avons fait un constat. Nous mettons les arbres en terre, mais en termes de taux de réussite, nous sommes inférieurs à 20%. Après analyse, nous avons adopté pour cette année que d'abord que les sites soient un site sécurisé. Ensuite, les espèces à mettre en terre doivent correspondre aux besoins des populations. Bien sûr, sans protection, il n'y a pas de vie. Et alors, il faut accompagner ce reboisement par la protection et le suivi. Plantons et entretenons les arbres pour contribuer à l'accroissement de la production agro-silvo-pastorale est le thème de cette année. Une vision partagée par le conseil municipal de Guiba en accordant ce site de reboisement de près de 20 hectares. Ici, vous trouverez qu'il y a des espèces qui n'existaient pas et nous avons été amenés au fil des ans à convoquer d'autres espèces pour enrichir. Mais aussi, nous travaillons à faire en sorte que ça soit aussi comme un site qui servirait d'école. Et là, nous travaillons pour l'éducation environnementale et botanique pour les jeunes scolarisés. N'oublions pas qu'au centre-sud, ici, il y a beaucoup de praticiens et nous travaillons aussi à faire en sorte que ça soit une pépinière pour qu'on puisse vraiment trouver des espèces rares. Mais aussi et surtout, il faut créer de la richesse pour la commune parce qu'avec les produits que nous pouvons retirer ici, ça peut être génératrice de revenus. En outre, la commune a reçu du matériel pour la protection du site et aussi pour l'assainissement du cadre de vie des populations. Et cette période de pluie qui rime avec les plantations apparaît comme une aubaine pour les pépiniéristes. Mais comment apprécier l'affluence chez ces derniers et qu'est-ce qui peut attirer les clients? On en parle avec Maxime Zongo. Nous sommes ici aux abords du barrage numéro 3 de Tang et tout le long de cette retenue d'eau est occupé par des pépiniéristes qui, en ce mois d'août, font de bonnes affaires. Aujourd'hui, Pascal Sedogo s'active à livrer des plants. Pour lui, il y a de quoi se frotter les mains en cette période. Comme il pleut bien,
les plantes s'achètent, les arbres fruitiers, les fleurs, ceux qui ont des aménagements dans leur cours à faire et tout. Donc vraiment, pour le moment, on se débrouille pas mal. Les plants les plus prisés en ces temps de forte pluie, les arbres fruitiers. Il y a les goyaviers, les manguiers, bon, il y en a qui préfèrent les bananiers pour ceux qui ont l'eau aux côtes des barrages et tout là. Donc, bon, il y en a qui préfèrent aussi les pommes du Sahel, le mougna greffé là. Pour son voisin Francis Sakandé, le marché des plantes cette année est relativement morose. Cependant, il parvient à vendre une quarantaine de pieds par jour. Moi, il n'y a pas de marché. Il n'y a pas de marché. Nous, on dit les gens qui n'ont pas venu payer des plantes pour planter, quoi. Sinon, essentiellement, il n'y a pas de marché. Ça va un peu. Comme il n'y a pas beaucoup de pluie, les gens ne veulent pas payer des plantes pour planter. Ça, nous, on dit de venir payer aussi. Partout, nous, on peut vendre 40 arbres comme ça. Mais combien faut-il débourser pour s'acheter un plant? Par exemple, Araucaria à Kabekaï. Il y a des plants que nous commandons depuis la Côte d'Ivoire ou le Togo. Il y a aussi des plantes qui coûtent une maudite somme ici. Par contre, l'araucaria, par exemple, à 1 mètre de taille, se vend entre 125 000 et 150 000 francs CFA, sinon plus ailleurs. Quant à l'arbre voyageur que vous voyez, je le vends entre 25 000 et 50 000 francs le pied. Si beaucoup s'intéressent aux arbres fruitiers, Inoussa Sakandé, lui, préfère les eucalyptus qui, de son avis, s'adaptent mieux à notre climat. Bon, ces espèces-là sont résistantes et s'adaptent à notre climat. Donc si à partir de ces mois-là, si on plante, dès le mois de septembre, ça prend. Et l'année prochaine, on a déjà des arbres qui ont poussé, qui peut résister à la longue saison sèche. D'une manière générale, au niveau des pépinières, aux alentours des barrages de Tanguin, les clients ne se bousculent pas. Tout compte fait, les pépiniéristes espèrent rattraper le manque à gagner. À 18 ans, elle vient d'avoir son bac. Elle, c'est Chris V. Elijah Sawadgo, la première nationale au baccalauréat session 2018. Ce premier diplôme universitaire cette année. Elle obtient la moyenne de 18,13 sur 20. Le rêve de notre étoile, poursuivre des études supérieures en France à la Sorbonne. Une équipe de reportage est allée la rencontrer en famille. Elijah témoin de sa réussite. Elle est au micro de Zalissa Sanfo. Voici le visage de l'excellence au baccalauréat session de 2018. Il est celui de Christ V. Elijah Sawadogo. Elle est la première, la meilleure de tous les bacheliers du Burkina Faso pour cette année scolaire 2017-2018. Et avec une moyenne de 18,13, obtenue au baccalauréat série D à l'âge de 18 ans, Elijah démontre bien qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Je suis fière, mais vraiment dire que je suis fière de moi, bon, je me sens pas vraiment en fait et à la hauteur de ce. Je me dis ce sont mes parents, c'est Dieu, donc voilà, mais je suis contente en tout cas, je suis contente de ce que j'ai pu faire. Travail, humilité, persévérance et foi pour déplacer des montagnes. Voici ce qui caractérise la meilleure nationale. C'est difficile de parler de soi-même parce que bon, parler de son enfant, c'est un peu de soi-même, mais c'est une fille qui aime beaucoup communiquer, et échanger et comprendre. Elle me disait la dernière fois qu'on l'appelait à l'école, un de ses enseignants l'appelait Tanti Question. C'est une élève disciplinée, je crois que c'est ça le plus important. Et elle était aussi très humble, toujours en train de vouloir mieux apprendre. Et elle écoutait les remarques des professeurs. Je crois que ce sont des qualités qui ont joué en sa faveur. La période scolaire, elle bosse à 95% du temps, même 98% du temps. Une fois, il y a un dimanche où elle est rentrée de l'église. Elle était tellement fatiguée, mais elle avait prévu de consacrer 30 minutes pour faire la sieste. Au final, elle a dormi, elle s'est réveillée à 23h. Elle était fâchée contre elle-même. Elle a dit qu'elle a perdu du temps bêtement à dormir en fait. Elijah rêvait grand,
Mais ces résultats sont au-delà de ses attentes. Meilleure du Burkina, il leur aura fallu du temps à elle et à son entourage pour le réaliser. Avant le bac, elle nous a demandé de prier parce que elle veut le bac avec 18 de moyenne. Et être la première du Burkina, ça nous a surpris vraiment. Quand les résultats sont sortis, là aussi je me disais, j'ai vu les 18,13 de moyenne, mais j'ai dit, si moi j'ai eu 18, c'est qu'il y a sûrement autres personnes qui ont eu peut-être 18,50 ou un truc comme ça. Mais moi la première, mais au fil du temps, je me suis rendu compte. Elijah, une fierté familiale et nationale aussi. Je suis vraiment contente de ce que Dieu a permis que ce soit notre fille, la première nationale, vraiment. Ça nous touche vraiment. Je la taquine et tout le long, je l'appelle, je lui dis que à partir de maintenant, je vais la mettre sur un piédestal, c'est une craque et tout. Je peux avoir des débats avec elle. Bon, Elijah, c'est Elijah, et puis moi, je suis de mon côté, quoi. Pour l'après-baccalauréat, Elijah vise aussi plus haut. C'est la prestigieuse université de la Sorbonne en France qu'elle souhaite intégrer pour ses études en économie de développement. Formation de rêve, ce que je voudrais faire, c'est l'économie de développement. Si moi, par exemple, je fais l'économie et que je crée, par exemple, une banque qui pourra aider les agriculteurs, qui pourra leur accorder des prêts, élargir l'horizon des prêts et tout ça, je me dis que ça pourra développer un peu ce secteur et par là développer d'autres secteurs en fait et développer le pays. Derrière donc cette fine silhouette et cette modestie sans nul autre pareil se cache bien la Jusque-là, Elisa Sawadougou a connu un parcours sans faille, avec pour refrain, avec Dieu et à cœur vaillant, rien d'impossible. Et elle espère ici, le parcours qu'il lui reste à faire sera lui aussi couronné de succès. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Bravo à Elijah. La Sorbonne, l'université de rêve de Elijah, fait partie en effet des 100 meilleures universités au monde selon le classement du cabinet indépendant basé à Shanghai. Et pour la 16e année consécutive, Harvard aux États-Unis domine le classement devançant Stanford et l'université britannique de Cambridge. Harvard serait encore et toujours la meilleure université du monde. C'est l'avis du dernier classement de Shanghai qui distingue chaque année 500 établissements supérieurs dans le monde entier. Le top 10 reste inchangé par rapport à l'année dernière. Harvard en tête pour la 16e année consécutive, devant sa compatriote Stanford et l'université britannique de Cambridge. À noter que 8 universités américaines occupent les 10 premières places et que seuls 4 établissements hors États-Unis atteignent le top 20. Première université française à apparaître au classement, Sorbonne Université à la 36e position. Une réussite pour ce nouvel ensemble issu de la fusion récente entre Paris-Sorbonne et l'université Pierre et Marie Curie. La Suisse peut quant à elle se targuer d'une belle 19e place grâce à l'Institut fédéral de technologie de Zurich. Élaboré depuis 2003 par un cabinet indépendant, le classement de Shanghai tient compte de 6 critères pour juger la qualité des enseignements. Par exemple, le nombre de Nobel et de médailles Fields parmi les étudiants et les professeurs. Je le disais en titre, au Mali, la mission d'observation de l'Union européenne n'a pas constaté de fraude, selon elle, que des irrégularités lors du second tour de la présidentielle tenue dimanche. C'est ce que déclare le chef de la mission au terme de leurs observations. Il faut le rappeler, l'Union européenne avait dépêché dimanche 90 observateurs dans 440 bureaux de vote dans le pays. Au Mali, 2 jours après le second tour de l'élection présidentielle, la mission d'observation de l'Union européenne a rendu ses conclusions. Nous avons remarqué avec satisfaction que les autorités en charge de l'organisation des élections ont apporté des améliorations. C'est ainsi que les exigences de transparence exprimées depuis le premier tour par notre mission ont rencontré un écho partiellement favorable au niveau des autorités électorales. Si l'Union européenne et les Nations unies ont appelé au calme dans l'attente des résultats officiels, l'opposant Soumaïla Cissé a rejeté par avance les résultats. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair, et que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. De son côté, Ibrahim Boubacar Keïta, président sortant et grandissime favori,
a déjà revendiqué ce mardi une victoire confortable par la voix de son porte-parole. Pour fermer cette édition en Italie, l'effondrement du viaduc hier à Gênes était tel annoncé. Le pont autoroutier qui s'est écroulé faisait l'objet, selon la presse italienne, de nombreux problèmes structurels dès sa construction et objet également d'un entretien coûteux selon les experts. L'effondrement d'un pont à Gênes fait malheureusement partie d'une longue série de catastrophes, notamment en Italie. 9 mars 2017, un pont enjambant une autoroute près d'Ancône s'écroule. Un couple d'Italiens perd la vie. L'Italie, déjà meurtrie moins de 6 mois plus tôt, cette fois c'est entre Milan et Lecco que le drame se produit. Un mort, l'agence chargée de cette autoroute avait pourtant demandé la fermeture de ce tronçon. Cette année, en mars 2018, Miami a également été le théâtre d'un effondrement. L'ouvrage n'était pas encore ouvert au public, mais il se situait lui aussi au-dessus d'une autoroute. 6 personnes perdent la vie. En janvier, c'est en Colombie que l'accident a lieu, sur un pont à 65 km de Bogota. Alors que des ouvriers travaillent sur la structure, celle-ci s'effondre. 10 hommes meurent et le bilan aurait pu être bien plus lourd. Des dizaines d'autres travailleurs étaient en pause à cet instant. Toujours en Amérique du Sud, en 2014, le Brésil accueille la Coupe du Monde de football. Et c'est justement en plein mondial qu'une partie d'une bretelle en construction s'écroule à Belo Horizonte, une des villes hôtes de la Coupe du Monde. 2 personnes sont tuées. Enfin, tout le Portugal se souvient du 4 mars 2001, date de la tragédie d'Entre os Rios. Un vieux pont métallique inauguré en 1887 s'effondre au passage d'un autocar et de 2 voitures. 59 morts. Le ministre des Travaux publics démissionne dans la foulée. Un nouveau pont était réclamé depuis des mois par la population et le gouvernement avait pleinement conscience de la nécessité de le construire. On s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.